Alors, bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette cinquième activité culturelle présentée dans le cadre de l'exposition Dior qui s'intitule Christian Dior, couture et diplomatie. Je me présente, Leila Friat, je suis chargée de projet pour l'action éducative, culturelle et citoyenne pour le Musée McCord. Et avant toute chose, je voudrais reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone non cédé par voie de traité et que la nation Ganyengue-Yaga possède un attachement historique à ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Ce territoire demeure un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones, comme il l'était pour leurs ancêtres. Nous leur rendons hommage aujourd'hui, ainsi qu'aux membres d'autres nations qui pourraient être présents avec nous aujourd'hui, virtuellement. Même virtuellement. Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver pour cette cinquième activité virtuelle autour de l'exposition. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Vincent Dubé-Sénécal, qui est en direct d'Oslo. Monsieur Dubé-Sénécal est chercheur. Il travaille principalement sur le rôle de la mode vestimentaire féminine française dans les relations internationales de la France. Il est également l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « La mode française, vecteur d'influence aux États-Unis de 1946 à 1960, que j'ai eu la chance de lire partiellement. Très intéressant, je vous le suggère fortement comme lecture. Il s'entretiendra aujourd'hui avec Madame Madeleine Goubeau, qui est chroniqueuse spécialisée en mode à Radio-Canada. Alors, merci à tous deux d'être présents aujourd'hui avec nous. Avant de passer la parole à nos invités, je vais vous informer que c'est une activité d'une durée de 45 minutes qui sera en français exclusivement. Elle va être poursuivie d'une période de 15 minutes de questions qui pourront être adressées en français et en anglais, soit via la plateforme Zoom, donc je vous demande d'utiliser la section questions-réponses, ou sinon directement sur la page Facebook du musée. Alors, Vincent et Madeleine, je vous invite à vous joindre à moi. Merci beaucoup pour cette introduction. Et bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous. Si je vous parle de Paris, sans doute que l'un des premiers thèmes qui vous vient en tête, ce sera la mode ou la haute couture. En même temps, vous êtes sans doute un peu un public biaisé parce que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne. Mais il reste que dans la tête de bien des gens, Paris égale mode. Et ça, c'est pas un hasard et ça date pas d'hier. En fait, il est assez couramment admis que la France a misé sur la haute couture parisienne comme élément stratégique de ses opérations diplomatiques après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le fond, que la mode a servi de cheval de Troie à la culture française en général pour s'immiscer dans l'esprit des publics étrangers, particulièrement aux États-Unis. Le principe, c'est que quand on s'affiche en tant que nation comme étant le haut lieu de production des robes du plus grand luxe, comme étant l'épicentre des tendances qui dictent les modes aux autres et comme ayant un sens inné du bon goût dans sa population, bien ça n'a rien de superficiel. C'est une réputation qui ruisselle ensuite stratégiquement et qui va être bénéfique pour d'autres secteurs de l'économie comme le tourisme, les industries culturelles et pour différents produits de consommation. Cette idée-là peut donner l'impression d'une espèce de synergie patriotique après la Deuxième Guerre mondiale entre les différents acteurs de la mode et le gouvernement français, un peu comme si tout le monde avait tant à gagner en mettant l'épaule à la roue pour rétablir la grandeur de la France sur l'échiquier mondial, encore une fois, principalement face aux États-Unis qui, eux, montaient vraiment là, en puissance à ce moment-là. Par contre, les travaux du chercheur Vincent Dubé-Sénécal nous révèlent tout le contraire, en démontrant comment chacun poursuivait et défendait en fait ses propres objectifs économiques pour certains, ou encore commerciaux ou politiques si on parle du gouvernement. Et au cœur de ces tensions-là, bien, il y a Christian Dior qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui lui a agi à la fois comme instigateur, mais également comme dissident. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Puisqu'il va être question aujourd'hui justement de ces différents acteurs-là, de leur rôle, de leurs ambitions, de leurs revendications, peut-être qu'on pourrait commencer, Vincent, en les départageant et en expliquant un peu le contexte dans lequel chacun se trouve à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en fait, quand on parle de mode, en réalité, c'est pas une espèce de tout homogène. Il y a beaucoup d'acteurs dans l'industrie de la mode et c'est pas tout le monde qui veut la même chose là-dedans. Oui, en fait, très bonne présentation pour commencer. Oui, en fait, quand on parle de la mode dans ce qui nous intéresse, on implique présentement trois ensembles d'acteurs qui sont essentiellement constitués de l'industrie textile,
de la haute couture elle-même et aussi du gouvernement. Après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il faut comprendre que la France se situe dans un contexte particulier parce qu'elle était occupée à partir de 1940 par l'Allemagne nazie et ensuite la libération de son territoire a aussi mené à des combats qui ont essentiellement détruit les structures industrielles du pays. Et donc, après la guerre, la France cherche à reconstruire son pays à travers un plan de reconstruction et de modernisation. Rapidement, en fait, dès les débuts du plan, on souhaite que l'industrie textile serve à relancer l'exportation française et en fait encore plus spécifiquement vers les États-Unis parce que la France a besoin de dollars américains pour importer des biens d'équipement avancés technologiquement pour moderniser son économie. On donne à ce moment-là tout particulièrement une mission intéressante en 1948 en fait à ce qu'on appelle la haute nouveauté, qui est une sorte de branche de l'industrie textile qui produit des tissus de très grande qualité qui servent principalement dans les créations faites par la haute couture parisienne. Et ça fait le pont avec notre deuxième acteur intéressant ici, c'est la haute couture elle-même, qui est représentée par la Chambre syndicale de la couture parisienne, qui en fait est un rassemblement des propriétaires de maisons de couture, que ce soit des très petites maisons ou des très grandes comme la maison Christian Dior, et dont le rôle a été clé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour s'assurer que la haute couture maintienne son expertise en négociant avec les autorités de Vichy un accès au tissu que leurs compétiteurs de la confection industrielle, c'est-à-dire le prêt-à-porter, n'ont pas eu accès. Donc ça fait qu'à la fin de la guerre, la haute couture a gardé son expertise et donc est en mesure de continuer ses affaires. Par contre, ça vient avec un problème qui tient au fait qu'une industrie de luxe, pendant une période de pénurie, ça doit un peu justifier sa pertinence. Parce que quand les gens ont très faim, c'est pas des très belles robes qu'on pense en premier. Par contre, ce qui arrive, c'est que vu qu'en 1948, le gouvernement a donné comme mission à la haute nouveauté de relancer l'exportation textile, ça arrive à point nommé en fait pour la haute couture pour se trouver une pertinence et pouvoir finalement jouer un rôle pour relancer l'État français après la guerre. Et là, on en arrive à notre dernier acteur qui est le gouvernement, qui revient fréquemment et qui, en fait, on doit le spécifier, n'est pas homogène. Donc, en fait, il faut distinguer ici la diplomatie, donc les ministères des Affaires étrangères, on pourrait dire, deux grands ministères qui sont l'industrie et les finances, qui sont, eux, plus directement liés à la reconstruction et à la modernisation. Il faut comprendre que le ministère de l'Industrie et celui des Finances après la guerre n'est pas totalement convaincu de la pertinence de financer de la haute couture pour relancer les exportations textiles parce que la haute couture, justement, est associée à des tissus de très grande qualité et ce n'est pas, disons, le produit principal de l'industrie textile française. De son côté, par contre, la diplomatie, elle, a une autre vision complètement parce qu'eux voient le pouvoir d'influence de la haute couture par la couverture médiatique que ces collections ont et spécifiquement encore plus sur le marché américain. Donc ça, en fait, ça fait le grand portrait des acteurs principaux de notre petite histoire. Donc, on a mentionné le gouvernement, le textile, et vous avez parlé des maisons de haute couture comme étant une entité, si on veut, avec la chambre syndicale et tout ça. Et on a souvent l'impression que Christian Dior est un peu la figure de proue de ce groupe-là. Mais c'est quand même important de mentionner que sa situation, dès sa fondation, est assez radicalement différente de celle des autres maisons de couture. Oui, en fait, il y a un bon exemple qu'on peut donner pour expliquer la différence qui sépare la maison Dior de ses collègues, parce qu'une année avant la fondation de sa maison en 1946, son collègue, en fait, Pierre Balmain, va fonder sa propre maison, et avec un capital de départ de l'ordre de 600 000 francs. Donc, l'année suivante, lui, Christian Dior fonde sa maison, donc en 1946, et il aura un capital de départ de 6 millions de francs. Donc, on parle ici de 10 fois plus de moyens que son collègue a une année d'intervalle. Et ça, en fait, ça s'explique par le fait que la maison Dior, en réalité, elle a été fondée par le groupe Boussac, qui est un groupe industriel spécialisé dans le coton, qui s'est grandement enrichi pendant les deux guerres mondiales et qui cherchait en fait à diversifier disons, ses affaires et il a relancé une maison de couture à laquelle Christian Dior a participé. Mais par contre, disons, la différence de moyens n'est pas la seule différence entre Christian Dior et ses collègues parce qu'il faut aussi reconnaître que son génie disons, de création apparaît assez rapidement, notamment dans le New Look disons, qui est créé en 1947 et qui a un impact majeur sur le marché américain et qu'en fait, on peut même illustrer par le fait que Christian Dior
va être le premier à remporter ce qui était appelé à l'époque l'Oscar de la mode, qui est un prix attribué par un grand magasin qui est très important à l'époque aux États-Unis, qui s'appelle Neiman Marcus, qui est à Dallas, mais aussi qui a une influence sur l'ensemble du marché américain. Et la raison pour laquelle ça, c'est important, c'est que Christian Dior va faire une tournée aux États-Unis, en fait, en 1947, et prendre contact avec le marché américain pour être en mesure de comprendre un peu ces particularités qui sont assez différentes des marchés européens traditionnels parce que, en fait, pour deux raisons. Premièrement, le marché américain est extrêmement protectionniste pour les tissus de grande qualité. Et deuxièmement, il n'y a pas de protection sur les idées des couturiers. Donc, en fait, c'est plus facile de faire de la copie. Donc, cet avantage-là va faire que, combiné avec ses moyens très importants, va faire qu'il va être le premier à s'installer aux États-Unis en créant Christian Dior New York en 1948. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que la différence de moyens vient aussi avec une différence d'ambition. Donc, Christian Dior, lui, a les moyens de ses ambitions, et ses ambitions sont dans l'expansion, alors que la majorité des couturiers après la Deuxième Guerre mondiale essaient surtout de maintenir ses affaires. Donc, on n'a pas la même logique dans l'immédiat après-guerre dans l'ensemble de la haute couture. Tout à fait. Donc, à part Dior, on comprend que l'industrie de la mode française, tant du côté de la haute couture que du textile, a besoin d'aide à la fin des années 40, début des années 50. On comprend aussi que le gouvernement fait de son côté le calcul qu'aider la haute couture aidera les exportations textiles et que ça va rapporter des dollars américains dans l'économie française. Alors, il fait quoi le gouvernement avec tout ça? En fait, en 1952, il y aura un plan d'aide qui va être créé qu'on appelle le plan d'aide à la couture création parisienne. Et ce plan va s'étaler jusqu'en 1960. Ce plan d'aide, justement, provient exactement ce que vous avez dit, de la nécessité de développer les exportations textiles en finançant leur couture. Par contre, ça vient de plusieurs demandes de la haute couture parisienne qui, comme je venais de l'expliquer, était en difficulté après la Deuxième Guerre mondiale. Et à partir de 1952, le gouvernement va finir par accepter la demande de la haute couture parce qu'il y a une très importante crise textile mondiale à ce moment-là et l'industrie textile convainc le gouvernement de dire ben, pourquoi pas, essayons ça comme une solution à nos problèmes. Par contre, rapidement, le plan d'aide qui, au départ, est axé sur l'aide à la consommation de tissus, et par là, ce que j'entends, c'est que les couturiers subventionnés doivent utiliser 90% de tissus français dans la création de leurs modèles lorsqu'ils acceptent la subvention. Donc, cette subvention qui commence au départ pour aider l'industrie textile évolue très rapidement. En fait, dès 1953, l'industrie textile qui participait à l'aide au départ va se retirer parce que la crise textile a eu trop d'impact sur leurs revenus, ils ne sont plus en mesure de soutenir. Donc, ce qui arrive, c'est que le plan d'aide, qui était une sorte de partenariat public-privé, on pourrait dire, au départ, devient simplement un plan d'aide fondé sur de l'argent public. Donc, à partir de ce moment-là, la mission du plan commence à changer et un aspect nouveau apparaît qu'on appelle à l'époque la propagande. Et ici, je vais juste prendre un petit temps pour expliquer que la propagande, à l'époque, c'est pas vu péjorativement, on n'entend pas parler d'une propagande politique, mais en fait, plutôt, c'est défini par les couturiers comme deux types essentiellement de propagande, soit ce qu'on appelle à l'époque la propagande de prestige ou la propagande commerciale. Donc, pour la propagande commerciale, on peut rapidement comprendre, c'est la manière à l'époque de parler de publicité ou de participation, par exemple, à des foires commerciales. Pour la propagande de prestige, c'est l'idée de promouvoir son image lorsqu'on n'arrive pas à promouvoir ses ventes. Donc, sur des marchés, par exemple, qui ne sont pas ouverts au commerce, notamment à cause de leurs tarifs douaniers, par exemple. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est de, par exemple, participer à des galas pour la recherche sur le cancer. Donc, on n'attend pas de ça de vendre des vêtements, mais on attend une belle couverture médiatique. Donc, en fait, le plan d'aide à partir de 1953 passe à la propagande plutôt que simplement disons, à la consommation de tissu, à la subvention de consommation de tissu. C'est ça, il n'y a pas la notion de mensonge dans le terme de propagande à cette époque-là. Là. Ce n'est pas utilisé dans ce sens-là. Et donc, Christian Dior, lui, il en pense quoi de ce plan d'aide-là, considérant que lui, ses affaires vont quand même bien? En fait, c'est ça. La relation de la maison Christian Dior avec l'aide est assez intéressante parce qu'au
au départ, la maison va essentiellement refuser le plan d'aide et pour deux raisons principales. La première raison pourquoi on refuse le plan d'aide, c'est que cette aide vient avec la condition d'utiliser des tissus français et c'est vu dans une certaine mesure par Christian Dior comme de trop lui lier les mains dans sa créativité. On peut voir ça comme ça, grosso modo. Ça vient aussi avec le fait que les tissus français, il faut reconnaître à l'époque, sont quand même moins compétitifs que, par exemple, les tissus italiens. Et donc, les prix des reproductions seraient disons, moins intéressants pour une clientèle si on utilise juste des tissus français, même si disons, la première création est subventionnée. Ensuite, les répétitions, elles, ne le sont pas. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser des tissus peut-être moins dispendieux et d'aussi bonne qualité, essentiellement. La deuxième raison, c'est le fait que le groupe Boussac lui refuse que la maison participe, notamment parce qu'il faut penser au deuxième aspect du plan d'aide qui est de financer des actions de propagande qui vient avec la nécessité de faire des comptes rendus sur, en quelque sorte, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu, les stratégies d'affaires de l'entreprise, qui est quand même mal vu du point de vue d'une entreprise privée, en tout cas spécifiquement du groupe Boussac, de se faire surveiller, on pourrait dire, par le gouvernement. Par contre, très rapidement, le directeur général de la maison Christian Dior, qui s'appelle Jacques Rouet, qui revient souvent, donc c'est pour ça que j'en parle, mais va se rendre compte que c'est préférable de participer au plan d'aide pour l'influencer de l'intérieur. Et donc, dès 1953, la maison Dior va être subventionnée. Ce que ça fait, c'est que c'est ça l'aspect paradoxal, c'est que la maison Christian Dior va être la plus grande critique du plan d'aide, tout en étant subventionnée pendant l'ensemble de la période. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est que chaque année, en fait, le directeur général de la maison va mettre de la pression pour toujours plus financer les actions de propagande et donc toujours moins financer les tissus français parce que lui, la maison Christian Dior n'a pas besoin d'aide pour consommer des tissus français, mais eux sont dans une logique d'expansion, comme j'expliquais, et donc pour eux, des actions de propagande, c'est de la prospection de marché. Donc ça rejoint l'intérêt de la diplomatie. C'est la raison pour laquelle, en fait, il y a une sorte de changement de point de vue de la maison Dior dans les années 50 sur la question de l'aide. Tout à fait. Et on s'entend que l'idée de l'aide à la couture création, quand on fait l'équation, là, on va faire la promotion de la haute couture, ça va permettre de vendre plus de tissus. Ça repose sur une conception qui est très matérielle de la mode, donc qui est vraiment axée sur la vente de robes exclusives faites dans des tissus haut de gamme. Par contre, le succès de Christian Dior, lui, rendu là, il semble reposer sur une définition qui est moins tangible de la mode. Aux États-Unis, ils ne vendent pas juste des objets, en fait, ils vendent des idées aux États-Unis. En fait, oui. En fait, la maison Dior va être la première à rentrer dans le monde des licences en 1948 lorsqu'elle va signer un contrat avec l'entreprise Prestige pour qu'elle fasse des bas de nylon au nom de la maison Christian Dior. Donc ici, on peut voir un peu la sorte de relation de donnant-donnant des contrats de licence qui permet à Christian Dior d'atteindre un nouveau marché, mais qui permet aussi à l'entreprise, dans ce cas-ci Prestige, d'utiliser la renommée de la maison Christian Dior pour avoir des meilleurs débouchés pour ses produits. À partir de là, en fait, en 1950, Jacques Rouet va créer une nouvelle branche qui va être dédiée au contrôle de la marque et de la diffusion des licences, parce que c'est important de mentionner ici que pour la haute couture et essentiellement le luxe en général, il est possible d'avoir peut-être trop de publicité. Donc, c'est pas l'idée de dire parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en pour eux. L'idée, c'est de contrôler un certain degré d'exclusivité qui assure en quelque sorte aussi le prestige de la marque. Et donc, la maison Dior va rapidement comprendre la nécessité de ne pas trop s'éparpiller, on pourrait dire. Et en fait, dans les années 50, c'est la maison Dior qui va codifier, en quelque sorte, je pourrais dire ça comme ça, une manière de vendre non plus simplement les vêtements qu'elle produit, ses créations, mais de vendre aussi la possibilité de reproduire ses créations de manière industrielle. Et par là, en fait, c'est important de mettre un peu l'accent sur ça parce que c'est comme le cœur du changement qui se déroule dans les années 50 et qui mène à un phénomène qu'on peut appeler la dématérialisation de la mode. Essentiellement, le modèle qui est créé dans les années 50
pas créé parce qu'en fait, ça existait déjà dans les années 20, mais disons qui est codifié par la Maison Dior dans les années 50, c'est l'idée de vendre ce qu'on appelle à l'époque soit des patrons papier ou soit des toiles. La différence entre ces deux modèles, ces deux produits à vendre, c'est pour les patrons papier, on vend le droit de reproduire une création de Christian Dior à un manufacturier ou, par exemple, un grand magasin, mais celui-ci a le droit d'utiliser des tissus provenant de n'importe quelle source, donc pas forcément des tissus français. Par contre, ça vient avec la condition de mettre le nom de Christian Dior à l'intérieur du vêtement, avec une mention comme quoi, en fait, c'est une reproduction faite par l'entreprise un tel. Pour les toiles, on parle ici on vend le droit de reproduire une création de Christian Dior encore, mais cette fois-ci, ça doit être absolument fait avec les tissus d'origine. Et ça donne le droit de mettre Christian Dior sur la surface du vêtement. Par contre, une grande différence entre les deux, c'est que les patrons sont quand même moins coûteux et puisque les tissus français sont très coûteux, c'est les patrons qui sont quand même plus intéressants. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle la dématérialisation de la mode. Parce qu'en fait, maintenant, les couturiers ne font plus que vendre leur création à des clientes particulières richissimes, mais vont vendre maintenant le droit de reproduire leur création à des entreprises. Tout à fait. Et vous avez mentionné quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la raison d'être des défilés de mode, par exemple, dans l'industrie, l'objectif, c'est de produire le plus d'images possible et d'être relayé le plus possible sur Internet, sur les médias sociaux et tout ça. Alors que vous l'avez bien dit, à l'époque, il y avait une espèce de chasse gardée de ces images-là parce qu'on craignait justement qu'elles soient répliquées. On voulait pouvoir en vendre les droits pour que les gens fassent les patrons et tout ça par la suite. OK. Et donc, de quel œil est-ce que les autres créateurs impliqués dans cette espèce de dynamique mode et relations France-États-Unis, eux autres, comment est-ce qu'ils perçoivent cette nouvelle approche-là de la mode et de la dématérialisation de la mode? En fait, disons, les premiers heureux de la dématérialisation de la mode, c'est véritablement les diplomates, parce que la raison pour laquelle ils sont très contents de cette évolution, c'est qu'au départ, la diplomatie française, on va dire, accepte de jouer le jeu de l'industrie textile lorsqu'il y a la crise textile de 1952 et que le plan se met en branle. Donc, la diplomatie va dire, OK, si l'industrie textile nous dit que la haute couture peut aider à leurs exportations, on ne va pas les contredire. Mais avec la dématérialisation, ce qui arrive, c'est que maintenant, les tissus français ne sont plus forcément attachés disons, au commerce de la haute couture qui vendent maintenant aussi, et en fait de plus en plus, des droits de reproduction, c'est-à-dire leurs idées, qui sont de moins en moins attachés au tissu français. Donc, pour la diplomatie, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est qu'on peut maintenant associer les marques de la haute couture dans le cadre de manifestations qui ne portent pas exclusivement que sur l'industrie textile. Et ça, spécifiquement sur le marché américain à l'époque, c'est intéressant parce que la France essaye pendant tout l'après-guerre et encore dans les années 50 toujours de développer ses exportations sur le marché américain pour avoir des dollars américains, pour pouvoir importer des biens d'équipement et moderniser son pays. Donc, il y a toujours ça qui est derrière aussi, disons, c'est comme un enjeu permanent dans les années 50 de développer l'exportation aux États-Unis et le fait de détacher les idées de mode des créations des couturiers ouvre la voie à d'autres articles que seulement le tissu, qui est impossible en fait essentiellement à l'époque à faire entrer aux États-Unis en raison des barrières tarifaires qui, pour ces produits spécifiques, demeurent tout le temps élevées. Donc, ça, c'est, disons, on pourrait dire, la diplomatie est celle qui est la plus contente. Par contre, pour les couturiers, c'est un peu plus compliqué. Donc, la raison pourquoi c'est un peu plus compliqué, c'est que c'est pas toutes les maisons qui ont, on pourrait dire, la même prestance que Christian Dior, par exemple. Et donc, dans un monde où c'est maintenant disons, la vente d'idées, c'est-à-dire les images qui vendent, évidemment que la tête d'affiche de la couture, qui est Christian Dior, va prendre plus d'espace que d'autres maisons qui vont un peu peut-être se faire noyer et donc perdre leurs opportunités essentiellement. Donc, on voit que pour les couturiers, c'est un peu plus compliqué.
c'est sûr que les grandes maisons en fait en profitent et en fait c'est ça qui va créer aussi des débats à l'intérieur de la chambre syndicale de la couture parisienne à cette époque entre les grands noms et les autres couturiers qui, eux, essaient à chaque fois ne sont pas dans une logique d'expansion, mais sont dans une logique de maintien de leurs affaires. Le dernier, disons, secteur qui est évidemment le moins heureux de, de ce phénomène de dématérialisation, c'est évidemment l'industrie textile, parce qu'il se détache en fait de plus en plus de la haute couture, étant donné que la vente de patrons ne vient pas avec l'exportation de tissus français. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi dans cette période des années 50, parce qu'en fait, le plan d'aide se poursuit, mais évolue de plus en plus pour cesser en réalité d'être véritablement le plan d'aide qu'il était au départ et plutôt devenir une sorte de plan de propagande, prospection de marché et de, disons, développement du prestige national de la France. C'est même comme ça qu'en fait, ça va être nommé par certains membres du gouvernement français à l'époque. Tout à fait. C'est un plan d'aide qui devient, en fait, on vous aide, mais pour que vous nous aidiez aussi avec notre image à l'international par la suite. Mais considérant que pour Christian Dior, c'était un peu un win-win et qu'il était le seul à revendiquer non pas une aide directe pour ses opérations, mais plutôt, comme vous le disiez, une action plus ambitieuse de l'État pour une propagande de prestige qui, elle, devait contribuer à l'image de la France en général. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été en quelque sorte un précurseur de la stratégie que la France va ensuite adopter dans ses opérations diplomatiques en lien avec la mode? Oui, ça aussi, c'est une très bonne question et une question qui mérite d'être nuancée dans le sens où, effectivement, du premier abord, il y a, disons, des arguments pour dire que oui, Christian Dior est un précurseur dans ce domaine. Quand je dis Christian Dior ici, on va peut-être parler plus de sa maison, parce qu'en réalité, il faut parler de l'action de Jacques Rouet, qui est celui qui met vraiment la pression, disons, sur les couturiers pour changer leurs idées. Parce qu'effectivement, on le voit, c'est pas, disons, une coïncidence qu'en 1953, le plan commence à changer, quand c'est en 1953 que Christian Dior commence à être subventionné. Donc, le plan, en fait, commence à changer quand Christian Dior arrive et dit, OK, j'accepte d'être subventionné, mais commencez à faire de la propagande. Et par ça, on entend, faites un plan dans l'optique de faire changer l'idée au pouvoir public étranger pour qu'ils ouvrent soit leur marché à nos produits ou à tout le moins pour dire, ben, les produits français, ça vaut peut-être la peine de payer un peu plus cher parce que c'est de très grande qualité. C'est de faire changer ce genre de mentalité-là. Donc oui, effectivement, cette pression, il la met en fait en 1953 et ensuite par la suite, il va même la mettre en exemple en fait la maison Christian Dior va faire une sorte de grande campagne de propagande en 1954 en Amérique latine dans un paquet de villes, en fait, une douzaine de villes. De son côté, à l'époque, c'est fait à leurs frais, donc ce n'est pas dans le cadre du plan d'aide. Et la raison pourquoi ils font ça, c'est d'une part pour leurs propres affaires, c'est-à-dire prospection de marché, mais d'un autre côté, c'est aussi pour servir d'exemple aux couturiers de ce que peut être de la propagande. Et juste un exemple, c'est que dans l'ensemble de ces actions qu'il effectue en 1954, c'est essentiellement tout le temps une présentation, un défilé dans le cadre d'un gala où va se retrouver systématiquement l'ambassadeur de France dans le pays visité, ainsi que des dignitaires du pays. Très souvent, la femme du président du pays visité va être, disons, l'invité d'honneur de l'événement. Et l'objectif de ces opérations-là, c'est de faire parler de soi dans la presse et peut-être d'avoir l'oreille de décideurs qui pourraient influencer les politiques dans le pays. Par contre, la stratégie est très claire du côté de la Maison Dior, et ça, c'est ça que j'avais trouvé intéressant dans les archives, parce que la Maison Dior va, en 1955, se créer une sorte de petit dossier diplomatique sur cet événement, où elle aura rassemblé toutes les lettres reçues des ambassadeurs qui ont salué les événements à chaque fois dans le pays où ça s'est déroulé. Et ils vont fournir ça au gouvernement et aussi dans le cadre des rencontres avec les couturiers pour, comme je l'expliquais, changer les mentalités, mais aussi pour convaincre le ministère de l'Industrie, qui est tout le temps un peu sceptique, parce que c'est quand même eux qui tiennent les cordons de la bourse et ils veulent s'assurer que leur argent sert à quelque chose, pour les convaincre que la diplomatie française reconnaît la qualité de leurs actions.
Et par là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment la diplomatie décrit ses actions en expliquant non seulement bon, le classique, oui, c'était très beau, j'étais très heureux de voir votre présentation, mais surtout l'aspect lié à l'importance de diffuser les images de qualité de la France dans une période où on souhaite montrer que le pays renaît de ses cendres après la guerre, essentiellement. Par contre, ça, c'est, disons, on peut le voir ici, ça, c'est la stratégie de Christian Dior pour pousser la propagande. Pour en revenir à votre question, en réalité, c'est, disons, la nuance vient du fait que, comme on peut le voir, c'est une stratégie d'affaires aussi de la Maison Dior. Donc, ce n'est pas, disons, dans les intérêts de la France qu'ils ont fait ça, c'est dans les intérêts de développer leurs affaires en Amérique latine à cette époque-là. Mais c'est aussi, disons, l'avantage qu'ils ont, c'est que ça rejoint les intérêts à ce moment-là de la diplomatie française de développer l'exportation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement de cette stratégie de propagande, ça s'approfondit au fur et à mesure de la dématérialisation de la mode, qui est en vérité peut-être le contexte qui explique le tournant vers la propagande, plus encore que les pressions de la Maison Dior. Parce qu'en vérité, les diplomates, eux, vont simplement s'adapter au nouveau phénomène et se dire, ben, maintenant qu'on peut faire ça, faisons-le. Donc, c'est important de comprendre ici que ce n'était pas, disons, un grand plan machiavélique qui s'étendait sur plusieurs années, mais c'est, disons, une adaptation au gré des changements de contexte par les acteurs de l'époque, en fonction évidemment de leurs intérêts. Mais dans ce cas-ci, pendant la période du plan d'aide, les intérêts de la maison d'IA et de la diplomatie et même en fait de l'industrie coïncident pour l'ensemble de la période. Et c'est ça en fait qui est intéressant aussi, ce lien entre, disons, le contexte, les intérêts et enfin des décisions d'acteurs qui vont quand même influencer l'avancement des choses. C'est ça, exact, parce que les diplomates sur le terrain se rendent compte que c'est un bon outil pour eux, vous le disiez, entre autres, ne serait-ce que pour obtenir une couverture médiatique de leurs événements et tout ça. Puis, quelque chose qui ressortait bien dans votre livre, je trouve, c'était le fait que la mode offrait cet outil qui était à la fois industriel, à la fois culturel, qui relevait à la fois de l'excellence pratiquement artistique à cause du talent. Donc, c'était un peu... il y avait comme de multiples facettes à cet outil-là qui pouvait être utilisé comme outil de communication, en fait, par ces diplomates-là sur le terrain. Je parle de votre thèse qui a été transformée en livre aux presses de l'Université Laval et qui s'intéresse donc à la portion 1946-1960. Par contre, l'importance de la mode en diplomatie française, ça ne s'arrête pas là. En fait, on le voit encore aujourd'hui que ça se poursuit. Et vous, vos recherches se poursuivent aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de ce qui se met en place par la suite, après les années 60, et nous donner un aperçu aussi de ce sur quoi vous travaillez en ce moment au post-doctorat? Oui, en fait, quand le plan d'aide se termine en 1960, c'est aussi une consécration de l'importance de la haute couture pour la diplomatie. Parce que disons, dans la toute dernière rencontre où les couturiers apprennent qu'il n'y aura plus d'aide après 1960, on leur apprend dans la minute suivante, là, disons, dans le document d'archives, c'est intéressant parce que c'est carrément en temps réel, c'est un procès verbal. Ils sont surpris d'apprendre que le gouvernement accepte d'octroyer une somme substantielle, disons une sorte de dernier hurrah pour la haute couture, qui doit par contre absolument être dédié à une campagne de propagande sur le marché américain. Et donc, on conditionne, disons, ce financement-là au développement de l'ensemble des actions de propagande qui ont été effectuées pendant les années 50 pour dire aux couturiers, en gros, nous, l'État français, maintenant, ce n'est que ça qu'on accepte de subventionner. On ne subventionnera plus vos achats de tissus français. Et ça vient avec l'idée de dire aux couturiers, si vous êtes réellement d'intérêt pour l'industrie textile française, eh bien, eux vont vous financer avec leurs propres moyens. Et là, c'est quand même un bon exemple aussi de,
disons, la différence avec le recul historique que nous, on a avec les archives, et à l'époque, en fait, comment les gens vivent leur vie, grosso modo, dans le contexte, parce que on voit qu'en 1960, nous, on reconnaît la dématérialisation de la mode, le fait que le tissu se distancie de la haute couture, mais on voit qu'à l'époque, aussi bien, disons, les couturiers que le gouvernement pensent que peut-être encore la haute couture peut vraiment intéresser l'industrie textile. Et disons, dans la période qui suit, jusqu'en 1964, où finalement l'industrie textile va dire non, c'est bon, vous ne nous intéressez pas tant que ça finalement à la haute couture, les couturiers vont constamment débattre avec l'industrie textile pour leur dire, mais vous nous avez déjà subventionné, pourquoi ça ne marche plus? Mais en fait, c'est en raison de la dématérialisation de la mode qui fait que aussi pour l'industrie textile, il y a des nouveaux débouchés dans l'industrie du prêt-à-porter qui maintenant est en mesure de fournir des vêtements de qualité et qui, disons, étant donné la production de masse qui vient avec des vêtements, comme on peut imaginer aujourd'hui, H&M produit quand même énormément de vêtements, donc en fournit plein. Donc, on voit que pour l'industrie textile, ça devient quand même plus intéressant, ce débouché-là. Et donc, en fait, mon projet de recherche actuellement financé par l'Union européenne, ça porte en réalité sur cette période postérieure au plan d'aide, donc à partir des années 60 et dans les années 70, quand, en fait, le gouvernement français va accepter de nouveau de financer des actions de propagande de la couture en 1967, ce qui, en fait, est une sorte de confirmation disons, de ma thèse dans mon livre, donc je suis quand même content de ça, mais dans le sens où les actions de propagande de la haute couture sont de nouveau à l'ordre du jour de la diplomatie française à partir de 1967. Mais ce qui est encore plus disons, intriguant, c'est qu'en 1969, il y aura un nouveau plan d'aide qui va, lui, être dédié à assurer la consommation de tissus français par les couturiers. Et là, c'est là, disons, peut-être le cœur de mon projet de recherche sur lequel je travaille actuellement. Donc, je n'ai pas encore réponse à ces questions, mais je cherche à comprendre en réalité pourquoi est-ce que cette forme d'aide revient alors que, disons, c'est compréhensible que la propagande, elle, redevienne intéressante, surtout la propagande d'image avec l'avènement des médias de masse qui rendent toujours plus intéressant, disons, d'exploiter des images prestigieuses. Mais pourquoi alors est-ce qu'on en revient à l'origine du premier plan d'aide qui était d'aider le textile? Et là, pour le moment, avec les recherches que j'ai quelques pistes de réflexion, des sortes de coïncidences, comme par exemple en 1952, il y avait une crise textile. En 1966, il y a une crise textile et déboulent des actions, en tout cas entreprises par le gouvernement en faveur de la haute couture. Donc, est-ce que la haute couture sert d'instrument original pour aider l'industrie textile en période de crise? Peut-être, je n'ai pas encore de réponse finale, mais disons que des pistes ressortent présentement des archives que je suis en train de consulter, oui. C'est toujours intéressant ce lien entre textile et mode parce que, sans trop m'avancer sur le sujet, même au Canada, il y a déjà eu des questions d'aide financière du gouvernement conditionnelle à l'utilisation de textiles canadiens qui faisaient parfois grincer des dents certains designers qui avaient plutôt envie d'utiliser des textiles français, entre autres, ou italiens. Donc, ça revient dans différents pays aussi. Je vois qu'il nous reste quelques minutes avant de passer aux questions du public. Je ne sais pas si vous voudriez, je ne vais pas vous prendre de cours, mais nous dire quelques mots parce que dans votre livre, vous êtes servi d'archives des douanes, ce qui est quand même une démarche atypique quand on fait des recherches sur la mode. Généralement, on est dans les croquis, ce genre de choses-là. Pouvez-vous un peu juste nous dire pourquoi vous êtes tourné vers les chiffres, les archives des douanes pour documenter votre recherche? En fait, la raison principale pour laquelle j'ai fait ça, c'est que disons, au début de ma recherche, je cherchais en fait à comprendre comment est-ce que un argumentaire avait pu être développé à l'époque pour expliquer que l'industrie, pas l'industrie, mais en fait la haute couture pouvait servir à ce point, disons, l'industrie textile. Parce que j'ai eu accès, avant les archives des douanes, j'avais observé d'autres archives et c'était surtout disons, des comptes rendus de réunions et des lettres des couturiers qui expliquaient constamment à quel point ils étaient importants
pour le commerce de l'industrie textile. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais donc si c'est le cas, ou si ce n'est pas le cas, peu importe, ça devrait apparaître quelque part. Et donc, dans ce cas-ci, je me suis demandé, ben, les douanes, en fait, ils observent les importations, les exportations, donc essentiellement les échanges. Et j'ai commencé à observer, disons, au départ, disons, l'ensemble de l'industrie textile. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est en réalité une lettre, encore une fois, de Jacques Rouet, qui est un personnage clé ici, qui avait envoyé un message au gouvernement français, parce que le gouvernement français se posait évidemment la même question que moi à l'époque, et se disait, ben, comment est-ce qu'on peut vérifier si vraiment vous êtes utile pour le textile? Et Jacques Rouet avait fait une remarque qui était carrément une note en bas de page assez intense dans sa lettre, qui portait sur les codes douaniers. C'est un peu plate, mais en même temps, des fois, c'est là-dedans qu'on trouve de l'information. Les codes douaniers dans lesquels on pourrait retrouver des produits de la haute couture. Parce que dans les douanes, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément une information qui est prévue pour être lisible pour le grand public. Là, donc, c'est vraiment beaucoup des codes et c'est pas directement écrit ceci est un vêtement de haute couture. C'est vraiment des descriptions un peu très administratives et lui avait fait le repérage. Mais même lui, à l'époque, reconnaissait que même dans son analyse qu'il avait fait, il fallait peut-être couper 50% des chiffres qu'on voyait parce que c'est pas juste la haute couture. Donc, on voyait déjà apparaître des problèmes associés à l'époque même, à définir c'est quoi l'utilité de la haute couture pour le textile. Donc, à partir de ce moment-là, je suis parti de ces informations-là, effectivement, trouvées dans la lettre de Jacques Rouet, mais aussi dans l'ensemble des débats que les couturiers avaient entre eux dans les rencontres de la Chambre syndicale de la couture parisienne, qui sont essentiellement, ils sont très intéressants parce que, en fait, les couturiers n'étaient pas d'accord entre eux non plus. C'est simplement qu'en public, évidemment, ils affichent une unité parce que, bon, c'est leur industrie, mais entre eux, ils débattaient beaucoup parce que eux-mêmes, souvent, n'arrivaient pas à trouver ces chiffres-là. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça m'avait déprimé au début, par contre, mais dans un des échanges qu'il y avait, les couturiers avaient demandé à l'ensemble des membres de fournir leurs chiffres d'exportation qu'ils avaient eux-mêmes donc compilés. Donc, c'est impossible de se tromper réellement. Et on voit qu'en réalité, très peu de maisons de couture répondent à la demande de la chambre syndicale même. Et lorsqu'ils y répondent, en fait, les gens vont présenter leurs chiffres avec leur comptable d'entreprise à côté pour être témoin. Et ensuite, on spécifie que ces chiffres doivent être brûlés. Donc, en fait, ça, c'est ce qui m'avait inquiété au départ. C'est le fait que je me suis dit, je ne trouverai jamais l'information. Par contre, l'avantage, c'est la fameuse lettre de Jacques Rouet dans laquelle il y avait cette cote qui m'a ensuite permis d'aller fouiller dans les archives des douanes, en fait. Et c'est là aussi qu'on peut faire des recoupages avec les tissus même utilisés par les couturiers. Parce que dans les douanes, oui, on peut dire on vend de la haute couture, mais en fait, on peut aussi vendre les tissus. Donc, on peut assumer que, par exemple, si la haute couture est vraiment utile pour l'industrie textile, peut-être qu'il y aurait une tendance vers une augmentation de l'exportation de certaines formes de tissus plutôt que d'autres. Et ça, en fait, dans le livre et dans l'analyse que j'ai faite, c'est pas immédiatement possible de voir ça. Donc, ce n'est pas si évident qu'il y a eu une sorte d'influence quelconque sur ce genre de développement. Et souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les arguments des producteurs de tissus de l'époque qui eux-mêmes demandent aux couturiers, donnez-nous vos chiffres, parce que nous, les chiffres que nos membres nous donnent, ce n'est pas ce que vous nous dites. Donc, c'est cet aspect-là qui me fait, en fait, me tourner peut-être plus vers la douane, parce que, disons, ces chiffres-là sont assez mathématiques et crus, et donc, au moins, j'avais une base solide, un peu solide, c'est sûr que c'est pas parfait, sur laquelle me fonder. Mais c'est intéressant de voir que vous avez donc trouvé les chiffres qu'eux auraient bien aimé avoir en main à l'époque. Et pour les gens qui nous écoutent, si toutes ces questions douanières, tarifs douaniers, tout ça vous intéressent, parce que dans le concret, c'est assez intéressant. Je crois qu'il en est fait mention dans l'exposition Dior par rapport à certaines robes, comment elles se sont retrouvées au Canada, le fait que d'avoir une robe qui avait un certain timbre douanier faisait en sorte qu'on pouvait l'obtenir pour moins cher. Donc, en tout cas, cette question de douane-là raconte bien
bien aussi l'histoire de certains vêtements qui se sont retrouvés ici aussi dans l'exposition. Donc, il était 45. On passerait en principe à la portion des questions du public que vous pouvez poser dans l'onglet questions et réponses, donc Q et R, dans le bas de l'écran Zoom. Je crois qu'on va aussi prendre les questions qui se retrouveront sur Facebook et qui me seront également transmises dans cette section-là. Donc, si vous en avez, je les prendrai à l'instant. Je vais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir et pour les formuler. En attendant, peut-être que les gens les formulent, parce que ça fait un peu comme dans mes cours, quand je dis aux étudiants, avez-vous des questions? Si je leur laisse pas assez de temps, il n'y a jamais de questions. Moi, j'en aurais une, et Vincent, dis-nous si tu es à l'aise avec le fait d'y répondre, mais c'est que je trouve que c'est toujours un peu intéressant d'avoir les questions un peu en coulisses ou d'arrière-scène. Et donc, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de l'impact des contraintes de la COVID sur tes recherches actuelles, si c'est quelque chose que tu veux te risquer à aborder avec nous. Oui, je peux. Honnêtement, c'est très particulier dans le sens où, à la base, mon projet était fondé sur un ensemble de recherches prévues dans des archives aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie et en Angleterre. Et là, présentement, rien de tout ça ne peut avoir lieu. Par contre, avec, disons, l'aide de mon ancien directeur de thèse, on a réussi à trouver une assistante de recherche en France qui est présentement en mesure de collaborer avec moi. Donc, en gros, je suis en mesure de faire un peu de recherche avec son aide, disons, en live sur mon téléphone pendant qu'elle prend des photos. Donc, c'est vraiment une nouvelle expérience pour moi de pouvoir faire la recherche de cette façon, disons, à distance. Mais oui, c'est Vous très ne savez jamais pratique. sur quoi vous allez tomber. Vous ouvrez une boîte, puis c'est pas comme si c'était des choses numérisées qu'on peut chercher en ligne, quoi que ce soit. Vous allez à la chasse au trésor un peu dans ces archives-là. La majorité, oui, il y a quelques cartons que j'avais déjà pu regarder rapidement quand j'ai visité les archives en 2017, ça fait encore longtemps. Mais oui, effectivement, c'est assez chasse au trésor, surtout pour les archives diplomatiques, parce que les noms des cartons dans les inventaires sont très flous. Donc, ça peut souvent simplement dire ceci est un carton de généralité. Et en fait, les généralités, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, on peut avoir plusieurs informations étranges ou bien des fois très intéressantes aussi. Donc, il faut persévérer. Tout à fait. Il y a des questions du public qui commencent à arriver. Il y a Madame Carbonneau qui nous demande, avez-vous eu de la difficulté à obtenir l'information requise à votre recherche due aux contraintes administratives du gouvernement? Est-ce que le gouvernement met des bâtons dans les roues dans ce genre de recherche-là? Honnêtement, pour la période des années 40-50, non, parce que il y a la période de prescription, je pense que c'est 50 ans. En réalité, c'est pas tant le gouvernement habituellement que c'est compliqué d'avoir accès aux archives, c'est plus les entreprises privées, puisqu'ils sont techniquement pas tenus par la loi d'ouvrir leurs archives. Donc, il faut être très convaincant pour être en mesure d'avoir accès aux archives, par exemple, de la Chambre syndicale, mais aussi de Christian Dior, quoique la maison Christian Dior est très ouverte sur présenter ses archives au public. Mais par exemple, la Chambre syndicale de la couture, ça dépend véritablement de la politique de gestion des archives essentiellement. Donc, pour le moment, par exemple, elles vont être fermées, mais moi, j'avais eu accès à l'époque, donc ça fluctue, grosso modo. Tout à fait. Il y a une question super intéressante. Quel est le point de vue des Américains sur cette approche diplomatique française par le biais de la mode? Je ne sais pas si c'est ressorti dans vos recherches de voir ce que eux, de leur côté, en pensaient. En fait, la diplomatie, moi, je suis allé dans les archives diplomatiques américaines, effectivement, pour mes recherches, et la diplomatie américaine euh, n'observe pas l'action de la haute couture, mais va observer, disons, les particularités de certains secteurs industriels français, notamment ce qu'on appelle la soierie et encore plus spécifiquement la haute nouveauté de la soierie, donc essentiellement les tissus pour la haute couture parisienne. Donc, c'est plus sur ce plan-là qu'ils sont intéressés
à observer l'industrie française, par exemple, en soulignant le fait que la soierie n'utilise pas vraiment de soie, mais utilise en réalité des tissus synthétiques. Donc, en fait, quand on parle qui n'utilisent pas vraiment de soie, c'est qu'on peut voir dans les chiffres que les Américains font ressortir que, par exemple, il y a 3% de soie pour 80% de tissus synthétiques. Donc, les Américains se disent, mais pourquoi la soie? Donc, c'est vraiment plus sur cet aspect que sur la question des actions de la haute couture que la diplomatie américaine va faire ses rapports. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui pose une question un peu plus au plan personnel. Pourquoi avoir choisi ce sujet, mode et diplomatie, qui effectivement, ils ne vont pas toujours de pair, en tout cas pas instinctivement. Donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire vos recherches là-dessus? En toute honnêteté, c'est le hasard un peu, dans le sens où quand j'étais au bac, je suis allé avec mes parents au musée de la civilisation pour l'exposition sur l'âge d'or de la haute couture, alors que j'étais au bac en études internationales. Donc, à ce moment-là, en fait, une idée a germé dans ma tête d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que, en fait, comment c'était possible qu'il y ait eu cet âge d'or à un moment où la France est quand même encore en train de se reconstruire. Et en fait, j'ai longtemps pensé à ce sujet. Donc, puisque je l'avais vu au début de mon bac et que j'en ai fait une thèse de doctorat, et j'en ai aussi beaucoup parlé à mon futur directeur de thèse pour essayer de le convaincre que ça pouvait être un sujet, effectivement, étant très ouvert d'esprit, il a accepté de m'avoir. Donc, en fait, c'est vraiment plus peut-être le hasard qui m'a mené vers cette voie. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui demande, et là, en tant qu'historien, je ne sais pas quel regard vous posez sur la situation actuelle, mais il y a quelqu'un qui demande, êtes-vous en mesure de nous parler de l'évolution des liens entre couture et diplomatie en observant encore même aujourd'hui? Honnêtement, sur ce plan-là, je ne me mouillerai pas trop. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que dans les travaux de Didier Grundbach, qui est en fait un auteur qui a fait l'histoire de la mode et disons, un auteur très important dans ce domaine, en fait, il évoque le fait que cette aide qui, qui apparaît en 1969, fin des années 60, va être renouvelée à la fin des années 70 et puis encore renouvelée par la suite et laisse entendre essentiellement qu'il se pourrait qu'elle ait encore lieu aujourd'hui. Donc, c'est possible. Malheureusement, ça va être dur à analyser dans les archives diplomatiques, puisque les archives diplomatiques, c'est ouvert 50 ans après. Donc, il faudra patienter, malheureusement, pour plus de détails. Tout à fait. Et si je peux peut-être me permettre d'un point de vue plus journalistique, donc je cherche moins loin que Vincent, mais j'ai, disons, une vue d'ensemble un peu. Ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, souvent, c'est avec les puissances émergentes comme la Chine, la Russie, le Brésil, à un certain moment, ceux qui gagnent en puissance, qui vont vouloir reproduire la façon dont de plus anciennes puissances se sont servies de la mode et de la haute couture comme outil diplomatique. Et donc, on va voir, par exemple, la Chine organiser des défilés de mode de créateurs chinois en même temps que la semaine de haute couture à Paris, dans un bâtiment juste à côté, pour donner cette impression que leurs créateurs à eux sont un peu du même niveau de talent et du même niveau de prestige aussi. Donc, on peut voir que d'autres pays vont vraiment vouloir répliquer ces exemples-là. Ils sont très conscients du pouvoir que peut avoir un objet, comme on disait tout à l'heure, industriel, créatif, artistique pratiquement. Donc, c'est définitivement quelque chose qui est encore dans l'air du temps. Je regarde les autres questions. Il y a quelqu'un qui demande si vous auriez souhaité avoir accès à certaines archives qui vous ont peut-être été refusées ou que ça a été moins évident dans vos recherches. Actuellement, j'avoue que je souhaitais avoir accès aux archives de la Chambre syndicale et présentement, c'est compliqué. Sinon, en fait, ce que j'aurais aimé, honnêtement, et ça, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais ça aurait été, mais ça n'arrivera jamais, mais j'ai eu accès aux archives de Chanel, mais malheureusement, Chanel, contrairement à Christian Dior, n'avait pas gardé, disons, d'archives qui sont de l'ordre de la documentation administrative, peut-être un peu plus plate, mais dans laquelle on trouve des informations très riches sur les relations entre, par exemple, l'industrie et le gouvernement. Et malheureusement, Chanel, n'ayant pas participé au plan d'aide parce qu'elle était très indépendante à l'égard du textile et ne voulait pas que les gens jette un regard sur ses affaires, on n'a pas non plus accès à ce genre de stratégie d'affaires qu'elle a pu développer. Donc, c'est vraiment plus sur cet aspect que j'aurais aimé pouvoir développer davantage mon analyse.
Tout à fait. Je vois une autre question ici, mais qui relève surtout de questions assez purement esthétiques de la mode. Quelqu'un qui aimerait savoir, pouvez-vous nous offrir un nouveau regard sur les raisons qui font du New Look le symbole de Dior? Là, je ne sais pas si ça tombe à l'extérieur de votre champ d'expertise et qu'on devrait les référer directement au musée McCord pour répondre à ces questions. Que oui. Je pense que oui, ça serait une bonne idée de les référer directement au musée McCord, oui. En fait, je crois que l'exposition actuelle permet de très bien saisir l'essence du New Look. Et d'ailleurs, peut-être juste une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas familiers avec la question du New Look. Pour vous faire une image mentale, c'est vraiment l'espèce de silhouette du sablier. Donc, une poitrine assez mise de l'avant, une taille très corsetée et ensuite une jupe avec beaucoup de volume, beaucoup de tissu. Et ce qui en a fait un look aussi populaire, c'est que ça survenait juste après les contraintes de textile de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les gens avaient été dans le rationnement, ils avaient été dans quelque chose d'assez austère côté esthétique. Les femmes avaient entre autres porté le pantalon aussi pour pouvoir travailler. Et là, Christian Dior arrivait avec cette esthétique-là, qui a d'abord été critiquée par certaines femmes d'ailleurs, qui avaient l'impression qu'on les recorsetait justement avec ça, mais qui finalement s'est vraiment répandu comme une traînée de poudre et qui a contribué, comme Vincent le disait tantôt, à la renommée aux États-Unis de Christian Dior. Mais ça, je crois que définitivement l'exposition donnerait de meilleures réponses que nous là-dessus. Est-ce que je vois d'autres questions? Sinon, Vincent, je vous relais quand même les très bons commentaires des gens aussi, des personnes qui vous remercient pour la pertinence de vos propos et qui ont l'impression d'avoir beaucoup appris à travers cette conférence-là. Et je vais laisser le mot de la fin à Leila. Effectivement, on a eu des très beaux retours, Vincent. Merci à tous les deux, Madeleine et Vincent. Vous êtes un magnifique duo sur cette thématique que vous maîtrisez tous les deux très bien. Puis merci au public d'avoir été présent avec nous. Je vous rappelle que le musée est ouvert, ce qui est une excellente nouvelle depuis jeudi dernier. Vous pouvez venir visiter l'exposition Christian Dior et aussi les autres expositions. Alors, vous avez simplement réservé vos places sur le site web parce que, évidemment, c'est un petit peu plus limité le nombre de publics qu'on peut recevoir. Peut-être pour répondre à la question sur le New Look, effectivement, l'information se retrouve dans l'exposition, mais on a également eu toute une série d'autres conférences qui sont accessibles sur le site web du musée. Puis j'en profite en fait pour vous inviter à participer à nos prochaines activités qui sont offertes dans le cadre de l'exposition Dior. Entre autres, on a des documentaires qui sont présentés en partenariat avec FIFA. Donc, le prochain qui sera présenté, c'est sur les dessins de Christian Dior. Donc, c'est croquis. Donc, probablement qu'on abordera les thématiques des particularités du New Look. Et c'est un film de Loïc Pigrand qui va être présenté cette fin de semaine sur le web. Donc, vous avez simplement à vous inscrire pour avoir les accès. Vous pourrez vous regarder le film pendant 48 heures. Alors, merci encore une fois à Madeleine et à Vincent d'avoir pris part et d'avoir partagé cet angle qui amène vraiment un éclairage différent à la mode et particulièrement à la mode de Christian Dior. Et merci au public de vous être joints à nous. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir.